on est très 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 vulnérables au bobards. Nous tous, hein, vous et moi, on marche, quoi. Quand on nous raconte des histoires, on y croit. On n'a qu'une envie, c'est de croire. Et donc quand on nous raconte des bobards, on demande que ça. Si ça colle avec ce qu'on a déjà compris du réel, on demande que ça. Le germe qui m'intéresse, Castoriadis, un philosophe immense, disait que Athènes, c'est pas un modèle, parce qu'il y a tas de choses qu'on ne veut pas de la société athénienne, mais c'est un germe. Et il me semble que le germe, il est là. Ce truc-là qui fait que les riches ne dirigent jamais. Ça vous fait pas quelque chose, ça, et que les pauvres dirigent toujours. Ah ben bon sang, ah ben quand même. C'est quand même une grosse différence. C'est quoi? Oui, c'est un détail, on va passer à autre chose. Non, ben, attends, réfléchissez. Alors, bon, en tout cas, mais qui acceptent de le faire parce que c'est comme ça que ça marche, parce que c'est des gens bons. Il y en a plein comme ça. Et ces gens-là n'ont pas du tout les mêmes qualités que ceux qui sont actuellement au pouvoir, qui sont là, évidemment, pour se goinfrer. Enfin, c'est incroyable. Enfin, on va me traiter de populiste, de démagogue, de fasciste bientôt, je sens, parce que je suis anti-parlementaire, et puis bientôt de nazi. Voilà. N'empêche que quand vous voyez quelqu'un qui a à la fois, qui cumule plusieurs mandats de député, de conseiller de ceci, de conseiller de cela, et puis qui en plus va faire des gages d'avocat pour se goinfrer encore quelques dizaines de milliers d'euros de plus, mais c'est à vomir, c'est vraiment, c'est de la cupidité. Donc ces élus, enfin ce qu'ils deviennent, ils ne sont pas tous, il y a quelques élus qui sont tout jeunes, et quand ils sont au début, ils ne sont pas encore corrompus, mais en gros, quand même, ils sont vraiment là pour se goinfrer. Quand on imagine, quand on voit comment ils vivaient à l'époque, là, putain, ça n'a rien à voir. Là, ils avaient le sens d'un devoir, ils ont été récompensés, pas par de l'argent. Alors, à la participation à l'Assemblée, on les payait, mais rien, on les payait une demi-journée d'ouvrier. Donc on les payait vraiment 3 francs 6 sous. Et puis ensuite, quand on les récompensait, vous verrez, on parle de récompense, c'était des honneurs. C'est pas de l'argent, des honneurs. Les humains, ils marchent bien à l'honneur. Il y a des tas de gens qui font des tas de choses pour l'honneur, pour la gloire, pour l'impression d'avoir servi le bien commun, et que le regard des autres leur suffit, le regard des autres reconnaissant, ça suffit. Il y a plein de gens qui marchent à ça. Attends, il faut être un peu malade mental pour ne marcher qu'à l'argent. Hein. Je veux dire, faut être un peu détraqué, quoi, un peu drogué, un peu déséquilibré. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de la relation à l'autre, de la relation pacifiée et reconnaissante à l'autre pour se donner du mal. Ah là là, ça c'est une merveille. Les propos sur le pouvoir d'Alain, et tous les propos, mais les propos sur le pouvoir d'Alain, c'est un livre de chevet, c'est un truc, vous le relisez, c'est de l'intelligence, c'est très 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 utile. C'est un vrai bon bouquin qu'on peut prendre à l'adolescence, et puis après ça, il vous suit toute votre vie, quoi. Propos sur le pouvoir, c'est génial. Alors, dans les propos, une des pensées d'Alain, c'est, et vous allez voir ces 3 toutes petites phrases avec le sujet verbe complément, c'est très court, et il y a tout pour condamner l'élection. Pour condamner l'élection. Tant que j'avais pas trouvé le tirage au sort, je trouvais que il y avait de quoi se foutre une balle, cette phrase-là, parce que c'était trop vrai, et c'était un piège, on ne pouvait pas en sortir. Mais avec le tirage au sort, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il disait, Alain? Il disait, les gens bons ne se soucient pas de gouverner. C'est une façon en vieux français de dire ils ne veulent pas gouverner. Les gens bons n'ont pas envie de gouverner. Tout est là. Autant dire que les pires gouverneront. C'est vrai que si vous avez un système de l'élection qui repose sur la candidature et que les gens bons ne seront pas candidats, ben vous allez avoir que des affreux. Eh bien oui, les pires gouverneront, mais on y est. On y est. Regardez, vous avez Paulson au gouvernement des États-Unis. Vous avez Dick Cheney, vous avez Paulson, Dick Cheney, Rumsfeld, des diables, tous, la crème de l'horreur. Obama n'est pas vieux. Exactement. C'est le bal des vampires. Et en France, vous avez Sarkozy, en Italie, vous avez Berlusconi, en Angleterre, vous avez Tony Blair, vous avez des pires. Tout à l'heure, j'ai dit prostituées, mais il ne faut pas que je dise ça, parce que c'est pas gentil pour les prostituées. Il faut trouver un mot plus grave que ça pour les prostituées. Prostituées, nous, on est prostituées, nous aussi. Enfin, on ne fait pas exprès, hein. On est prostituées, on ne fait pas exprès. Non, c'est pire que... C'est des affreux, c'est bien, c'est un bon mot, les affreux. Les affreux, c'est bien. Vous êtes en train de nous appliquer un régime qui marchait à petite échelle, mais aujourd'hui, à grande échelle, c'est pas possible, ton truc. Alors, 2 minutes.
2 minutes. L'élection, là, ça fait le pari qu'on connaît les gens. Puisqu'on élit, ça veut dire qu'on les connaît. Non. Ah bah si. Ah, bah, comment tu fais pour élire? C'est-à-dire choisir si tu ne les connais pas. Intrinsèquement, ce qui est dit dans l'élection, ah sinon, c'est du foutage de gueule et ouvert, c'est que ce qui est dit dans l'élection, c'est qu'on connaît les gens. Et c'est pas tout, puisque l'élection est censée être le seul contre-pouvoir, la seule punition quand ils déconnent, c'est de ne pas les réélire. Ça veut dire que ça suppose qu'on sait ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient élus. Tout ça, c'est du foutage de gueule quand on est au niveau d'un État ou au niveau de l'Europe. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les gens que vous avez élus au niveau de l'Europe? Pas du tout. Vous en savez, vous avez vu trois fois, vous l'avez vu 30 secondes à la télé, et puis quand il est en Europe là-bas, vous ne voyez rien, vous ne savez pas du tout ce qu'il fait. Donc l'élection, elle n'est pas du tout adaptée à la grande taille. Elle est adaptée à la petite taille. La commune, vous connaissez votre maire, vous le voyez tous les jours. Vous pouvez l'interpeller, il vous connaît, vous le connaissez. L'élection, elle marche bien à petite échelle. Je veux dire, un organisme de grande taille, il a besoin de ça. Il a besoin de ça, il a besoin de plein de contrôle, il a besoin d'avoir assumé que les gens ne sont pas bons naturellement, et qu'il faut des contrôles partout. Ben oui, il faut des contrôles, mais ils n'aiment pas ça, mais tant pis, c'est pas eux qui décident. Ben, tant pis, c'est pas eux qui décident. Ah si c'est eux qui décident, ils ne vont pas mettre de contrôle. Ben regardez, là aujourd'hui, et c'est eux qui écrivent les constitutions. Et bien ils mettent des contrôles nulle part. C'est normal. C'est notre faute à nous, parce qu'on les laisse écrire les constitutions. C'est pas à eux d'écrire les constitutions. Ils étaient une trentaine de milliers, et ils n'étaient que 6000 à l'Assemblée. Donc, ils n'y étaient pas tout le temps, hein. Ils bossaient, et puis de temps en temps, ils allaient à l'Assemblée. Quand ça leur pétait, ils allaient à l'Assemblée. Donc, quand vous avez envie d'aller à l'Assemblée, vous y allez, puis quand c'est plein, vous reviendrez demain. Mais à l'Assemblée, il y avait en gros un corps de citoyens qui était... Vous savez, quand vous parlez à l'Assemblée des problèmes de la cité, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va ouvrir une mine ceci, est-ce qu'on va faire un cela, qu'est-ce qu'on va faire de cette terre, sur ce marécage, est-ce qu'on va la sécher, pas la sécher. Enfin, quand vous discutez à l'Assemblée, vous-même, vous discutez des problèmes de la cité, quand vous sortez de l'Assemblée, vous allez en parler autour de vous, et en fait, toute la cité, elle est imprégnée en permanence des problèmes de la cité. Objection suivante. Vous allez forcément désigner des incompétents. Nous vivons dans un monde complexe. Écoutez, mon vieux, on a l'heure du nucléaire, c'est quand même la géostratégie mondiale, avec des choses quand même très 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 compliquées. Vous allez désigner n'importe qui. Vous allez désigner des incompétents. C'est une blague. Vous trouvez que les élus sont compétents? Est-ce que vous savez combien de bombes atomiques ont été larguées dans l'atmosphère? Je dis bien dans l'atmosphère. Vous savez, Fukushima, c'est un peu des petites vapeurs. Là, je vous parle de bombes atomiques. Non, je dis des petites vapeurs par rapport... Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bombe atomique? Dans l'atmosphère. Je vous dis, vous voyez le bordel radioactif que c'est. Alors, c'est une bombe atomique. Vous savez combien ils en ont acheté depuis 1945? Les élus, là, les responsables, les compétents, les gens... Non, on ne va pas désigner n'importe qui, on va désigner des gens qui sont capables de faire des choses compétentes, des choses raisonnables. Combien de bombes atomiques? Plus de 2000. 2000 bombes atomiques dans l'atmosphère, et sous terre, et dans la mer. Directement, là. Il y a une animation, il y a un artiste qui a fait donc une recension de toutes les explosions, avec leurs dates, et qui a fait une petite vidéo qui dure... je ne sais plus, une dizaine de minutes, et vous avez le temps qui passe avec 1 seconde tous les mois, et puis, je ne sais plus, à peu près, peu importe la gradation, et puis vous avez le premier truc qui pète juste avant Hiroshima, c'est dans le désert d'Amérique, et puis après ça, vous avez poum poum, vous avez les deux coups de Hiroshima et Nagasaki, ça se calme. Puis après ça recommence à péter dans le désert des États-Unis, puis ça se met à péter, je ne sais plus dans l'ordre, je crois qu'après c'est l'URSS qui commence à faire péter, pour en faire 2000, il en faut un paquet, des petits points rouges, puis à un moment, dans les années 60, mais ça n'arrête pas. C'est des responsables, on vous dit, avec des tirés au sort, vous allez désigner des incompétents, mais on se fout de nous. Hein? Eh bien complètement, mais c'est que quand vous faites péter une bombe atomique, vous n'irradiez pas que vous-même, vous irradiez toute la planète, et puis ça va rester pendant des millions d'années, toutes ces particules. Enfin bon, bref. Et puis combien? Alors, mais là, vous allez pouvoir prendre le relais avec moi. Les élus prétendent être compétents. Et combien de guerres ils ont déclenché, les élus? Combien de guerres? Qui a balancé du napalm et des pesticides
sur le Vietnam par millions de litres. Qui? Les élus? C'est les élus, hein? Attends, c'est épouvantable ce qu'ils ont fait sur le Vietnam. Épouvantable, absolument épouvantable. C'est dingue ce qu'ils ont fait au Vietnam. C'est profondément révoltant ce qu'ils ont fait au Vietnam. C'est des élus qui ont fait ça. Des gens compétents. Est-ce que l'Assemblée populaire aurait fait ça? Je ne suis pas sûr du tout. Peut-être que oui, mais je ne suis pas sûr du tout. Par exemple, au Mali, il y a une assemblée de citoyens tirés au sort qui ont réfléchi sur les OGM. Donc, on a tiré au sort sur les listes électorales des gens qui ne connaissaient rien aux OGM. Rien de rien. Voilà. Vous aviez des mères au foyer, des syndicalistes, des paysans, il y avait des avocats, de tous les métiers tirés au sort. Donc, vous aviez une assemblée de gens qui ne connaissaient pas le sujet. Et puis pendant des mois, ils avaient de l'argent pour le faire, ils avaient une enceinte, ils avaient des locaux pour recevoir les gens, ils ont fait venir les gens de Monsanto en leur posant la question, alors, pourquoi est-ce qu'il faut les OGM? Alors les gens de Monsanto ont expliqué pourquoi il y avait les OGM. Ensuite, ils ont fait venir les gens de la Confédération Paysanne, pourquoi vous ne voulez pas les OGM? Les gens ont expliqué pourquoi ils n'en voulaient pas. Ensuite, ils ont fait venir les gens de Bayer, donc un autre céréalier, en disant voilà pourquoi on le veut. Ensuite, ils ont fait venir les paysans d'Amérique latine qui utilisaient des OGM depuis longtemps. Alors, pourquoi vous avez fait ça? Et puis vous êtes content, est-ce que vous n'êtes pas content? Et puis pourquoi vous allez continuer? Qu'est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que tout se passe bien? Il faut revenir les gens de Monsanto en disant ils nous ont dit que, qu'est-ce que vous répondez? Et puis pendant ça, tout le monde regardait. Tout ça, c'était diffusé à la télé, à la radio, les gens pouvaient être là dans l'enceinte, les citoyens pouvaient proposer qu'on pose des questions, dire mais posez-lui la question parce que l'on l'a oublié. Effectivement, on pose la question. Mais au bout de 6 mois, ces gens-là sont bien plus compétents que n'importe quel parlementaire au monde. Parlementaire qui doit traiter tous les sujets. C'est une blague. Là, eux, ils se concentrent sur un sujet. Ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas payés par des labos, ils n'ont pas une réélection à assurer, ils n'ont pas été financés par personne. Ils ont juste une mission, tout le monde les regarde. Ils vont devenir les gens, pas les experts, ils vont devenir des gens éclairés, bien plus éclairés que n'importe quoi d'autre, que n'importe qui d'autre. Et quand on nous jugera, nous aujourd'hui, nos petits-enfants nous demanderont « Qu'est-ce que tu faisais, papy, pendant le génocide des animaux ?» Je dis « Ouais, ben, je les mangeais comme les autres. » Et si vous voulez, l'esclavagisme à Athènes, c'est un peu ça. Je ne dis pas ça pour défendre l'esclavagisme, il ne faut pas être con. Je ne suis pas esclavagiste, je ne suis pas phallocrate, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Quand je vous demande de vous concentrer sur Athènes, je ne vous dis pas qu'il faut être misogyne, on met les femmes. C'est évident que je ne dis pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas. Et celui qui me fait ce procès-là, qui me dit mais vous êtes en train de défendre un régime esclavagiste, c'est xénophobe, il me prend pour un abruti, enfin, il me prend pour un salaud, il m'insulte, c'est incroyable ça. Moi j'ai du discernement. C'est-à-dire que oui, ben, on ne va pas leur reprocher de ne pas voler en avion ou de ne pas porter des Nike à l'Athénien. Bon. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que regardez-le, celui qui vous dit ça. Celui qui vous dit ben, la démocratie athénienne, vous êtes en train de vous défendre un régime qui était un régime d'esclavagistes. Vous me prenez vraiment pour un imbécile. Vous êtes en train de tout mélanger parce qu'il y a un truc qui vous gêne là-dedans, qui va vous foutre au chômage. Parce qu'en général, c'est les élus ou les sponsors d'élus qui vous disent ça. Ben, évidemment, c'est des gens qui vont tout perdre là, qui vont perdre leur pouvoir d'élu. Et les riches qui vont perdre leur pouvoir de transmission d'élus qui sont à leur service. Ils vont tout perdre avec le tirage au sort. Donc ils ont intérêt à tout mélanger, ils mettent du caca, du truc dedans, c'est tout mélangé. Regardez comme c'est sale. Et vous dites, circuler, rien à voir. Quand vous allez voir ce que font les assemblées citoyennes, des assemblées d'incompétents, entre guillemets, des assemblées de gens en fait honnêtes, qui sont tirés au sort, qui ne connaissent rien au sujet, mais qui se mettent à plancher sur le sujet. Pendant 6 mois, vous avez 3 mois, 4 mois, 5 mois pour réfléchir sur les OGM. Et vous allez écouter les gens de Monsanto, vous allez les faire venir, vous avez de l'argent pour ça, et vous pouvez faire venir les gens de Monsanto, et vous allez leur demander, vous n'y connaissez rien au début, ok c'est vrai, mais vous allez leur dire, mais expliquez-nous pourquoi, parce que nous on nous demande est-ce qu'on est pour ou contre les OGM, alors ben, il paraît que vous êtes pour, expliquez-nous Monsanto, pourquoi vous voulez les OGM. Et Monsanto envoie ses experts pour expliquer pourquoi. Ensuite, les mêmes incompétents. Ils savent que la Confédération Paysanne, ils ne sont pas d'accord avec les OGM. Alors ils font venir les gens de la Confédération Paysanne en disant mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les OGM? Et les gens de la Confédération Paysanne leur expliquent. Pendant ça, il y a des gens qui écoutent autour, il y a d'autres citoyens qui ne sont pas de l'Assemblée mais qui écoutent. Tous ces gens-là se le font et cherchent à comprendre. Ensuite, ils font venir les gens de Bayer, donc un autre Monsanto, en disant bah, ils nous ont dit que le OGM c'est... Et puis alors Bayer dit oui, mais ils ont oublié de dire ça et ça. Alors on fait venir les gens les paysans d'Amérique latine. On a de l'argent, hein, on les fait venir. On leur dit, expliquez-nous, pourquoi vous aviez pas les OGM et vous avez voulu les OGM, pourquoi? Et vous avez installé les OGM. Ah, ça s'est passé comment? Et maintenant, si vous faites le bilan, qu'est-ce que vous en dites? C'est bien, c'est mal? Et les paysans d'Amérique latine nous expliquent.
Attendez, les incompétents là. Ensuite, ils font revenir les gens de Monsanto parce qu'ils sont incompétents, mais ils sont pas fous et ils sont honnêtes. Donc ils veulent tout savoir, ils veulent comprendre le truc. Donc ils ont entendu Monsanto une fois, ils ont entendu les paysans une fois, ils ont entendu les opposants aux OGM une fois, mais il faut pouvoir répondre. Donc ils vont revenir les gens de Monsanto en disant et ils nous ont répondu ça et ça, qu'est-ce que vous dites? Les gens de Monsanto répondent, etc. Attendez, au bout de 6 mois, ces gens-là, ils sont plus compétents que n'importe qui. Et pourtant, c'est vous et moi ça. La démocratie, c'est nous votons nous-mêmes nos lois, et comme on veut pas, comme il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas préparer nos lois parce qu'on est trop nombreux, donc on les fait préparer par un conseil des 500 tirés au sort. Il y avait un conseil des 500 tirés au sort qui préparait les lois, qui en discutait, avec nous d'ailleurs, hein, on pouvait participer, et puis on votait les lois. Mais donc il faut un conseil des 500 donc il fallait des tirés au sort pour préparer les lois. Il fallait des tirés au sort pour appliquer les lois. Il fallait pour les juges étaient tirés au sort. Les policiers étaient tirés au sort. Les policiers étaient tirés au sort. C'est pas con ça. Les juges étaient tirés au sort. Donc ils ne faisaient pas corps, comme disait Robespierre. C'est-à-dire que c'était pas toujours les mêmes qui étaient armés et qui pouvaient tirer et qui étaient impunis, qui étaient protégés. C'est pas du tout toujours les mêmes. C'était un coup t'es juge et puis dans un an t'es plus juge. Et à la fin de ton mandat de juge, tu rends des comptes. Et peut-être tu vas être puni. Et la démocratie aurait très bien fonctionné sans ça. Ou en tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, elle n'aurait pas fonctionné sans ça, parce que les femmes faisaient tout un travail qui dispensait les hommes d'avoir à le faire et qui leur libérait du temps pour faire de la politique. Les esclaves aussi libéraient du temps pour les hommes. Mais aujourd'hui, nous aurions, avec le pétrole et les machines, nous aurions, mais largement, de quoi nous libérer du temps pour faire tous de la politique sans avoir besoin d'esclaves. Et nous aurions les femmes avec nous, évidemment, dans l'Assemblée. Ce que je veux dire, c'est que cette objection, elle ne vaut rien. Objectivement, cette objection, elle ne vaut rien. Et je comprends qu'un élu qui veut qu'on arrête de réfléchir au tirage au sort qui va le foutre au chômage, c'est normal qu'il me dise « Mais monsieur Chouard, vous savez que vous êtes en train de défendre un régime qui était esclavagiste ?» Oui, je sais. Mais vous ne seriez pas esclavagiste par hasard? Non, je ne suis pas esclavagiste. Ce que j'observe, c'est qu'à Athènes, dans le petit peuple d'Athènes, il y avait beaucoup de pauvres, presque tous étaient pauvres, et il y avait très peu de riches, très riches. Ah, ça repasse, ça par contre, ça ressemble à aujourd'hui. Et écoutez bien, pendant 200 ans de tirage au sort, et on va voir comment le tirage au sort garantit ça. Pendant 200 ans de tirage au sort quotidien, les riches n'ont jamais gouverné, pas un jour. Et puis, c'est très important. Il faut lire Robespierre. Moi, à 50 ans, pas 50 ans, 40... Quand est-ce que j'ai découvert Robespierre? 45, 47, quelque chose, 45, disons 50 ans. À 50 ans, j'avais un avis sur Robespierre, comme j'avais un avis sur les anarchistes, alors que j'avais jamais lu un anarchiste et j'avais jamais lu une ligne de Robespierre. Et pourtant, j'avais un avis. Quel crétin! On est tous comme ça. Hein. On a une avis, on a dit Robespierre, c'est un fleuve de sang. Attends. Robespierre, de son vivant, était accusé par les Girondins, c'est-à-dire les riches, les voltairiens, les salauds. Il était accusé, calomnié par ceux contre qui il se battait. Robespierre se battait pour les pauvres et les riches le détestaient pour ça. Guillemin nous donne des citations lumineuses, très importantes pour comprendre que les riches avaient parfaitement identifié Robespierre comme l'ennemi des riches et l'ami des pauvres, et c'est pour ça qu'ils se battaient contre lui. La morale de Voltaire, celui qu'on nous présente comme un parangon de vertu, le modèle absolu de la tolérance, de la raison, un salopard. Enfin, c'était aussi un philosophe intéressant, mais c'était une crapule de riche qui voulait se débarrasser de la religion pour lui, pour s'en émanciper et pouvoir faire ce qu'il voulait, et puis qui par contre défendait la religion pour les pauvres. Il disait, il est bon de faire à croire aux pauvres qu'il y a un paradis et un enfer, qui croient au diable, pour que le pauvre ne vienne pas me voler mon blé et boire mon vin. C'est ça qui l'intéressait. Donc c'est absolument... Et puis c'était un négrier, quelqu'un qui... Enfin bon. Le procès de Voltaire, il est chargé. Mais en tout cas, la morale de Voltaire, la morale des Lumières, qu'on nous présente comme l'alpha et l'oméga de la raison et de la liberté et de la tolérance, c'était une nation bien organisée est celle où le petit nombre fait travailler, il faut la prendre par cœur, ça elle est formidable, hein, fait travailler le grand nombre.
une société bien organisée pour Voltaire, où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. C'est bien ramassé, il y a toute la saloperie du gouvernement représentatif où les riches condamnent les pauvres aux travaux forcés à leur profit pour pouvoir rien foutre. C'est Voltaire. Donc, il y a des tas d'entreprises qui voudraient bien embaucher, mais qui n'ont juste pas d'argent, qui n'ont pas assez d'activité économique parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs. Mais il n'y a pas assez d'acheteurs parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans le système. Il y a une corrélation forte entre la quantité d'argent disponible pour les acteurs normaux. Je ne vous parle pas des milliers de milliards qui sont entassés par des écureuils dingues, malades mentaux, qui en font des tas, à plus savoir qu'en foutre. Je ne vous parle pas de cet argent-là. Cet argent-là, il n'est pas disponible pour vous et moi. Je vous parle de l'argent disponible entre nous. Cet argent-là, la quantité d'argent qu'il y a disponible entre nous, détermine le chômage ou le plein emploi, en large partie. Ce qui me... Alors, j'ai plusieurs arguments qui vont dans ce sens-là, mais il y a un argument très fort qui me permet de vous dire ça, c'est que il y a plein d'expériences de monnaie parallèle qui sont menées dans des situations où les gens sont au bout du bout de la crise la plus terrible. 70% de chômage, plus personne ne travaille, les commerçants ne travaillent plus, ne vendent plus, les gens ne gagnent plus de salaire. C'est un cercle vicieux avec un assèchement de l'argent. Il n'y a plus d'argent. Et dans les expériences de monnaie parallèle, arrivées dans ces extrémités, les communes, ça se passe au niveau local très souvent, les communes s'emparent du problème monétaire et se mettent à créer des signes monétaires. Ils créent des monnaies qui ne sont pas la monnaie de la banque centrale, qui ne sont pas de la grande échelle. Ils créent des monnaies locales pour sortir de l'enfer. Au début, les commerçants, il y a des commerçants qui se méfient, qui ne veulent pas de cette fausse monnaie, puis ils la prennent comme ça, et puis il y a des commerçants qui jouent le jeu, et donc la commune paye ses salariés, paye les gens qui entretiennent les routes, les services sociaux, la commune distribue l'argent à ses fonctionnaires, qui dépensent l'argent, qui dépensent l'argent, qui dépensent l'argent, qui dépensent l'argent, ça infuse, l'argent infuse très vite, et c'est pas des mois qu'il faut pour résorber le chômage, c'est des semaines, quelques semaines à peine, ça va très 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 vite. Et quand je vois les banques qui créent des milliers de milliards en ce moment, je dis mais normalement ça devrait régler le problème du chômage. Le problème c'est que ces milliers de milliards, ils ne reviennent pas dans notre circuit à nous, ils restent dans le circuit des super riches. On ne prête qu'aux riches. Vous connaissez ce dicton, c'est une banalité, on ne prête qu'aux riches. Mais c'est pas une banalité qui compte énormément pour nous dans ce sujet-là. On prête qu'aux riches, ça marche, c'est vrai, parce que quand on prête à un riche, on ne prend pas de risque, il va nous rembourser. Et quand tu prêtes aux pauvres, tu prends un risque. Et les banques, elles n'aiment pas prendre des risques. Soi-disant, les professionnels du risque, tu parles. Ils ne prennent pas de risque, ils ne nous prêtent pas l'argent. Et donc, quand on leur donne des milliers de milliards, on n'en voit pas la couleur. Ce n'est pas pour vous les milliards. C'est pas pour nous. Donc, ce qu'il faudrait, c'est un système bancaire qui soit plus sous contrôle public pour que quand on lui donne de l'argent, ou quand on décide de l'argent, il le diffuse avec plus de capacité à prendre des risques, avec moins d'âpreté au gain, moins de volonté de se goinfrer en profit, moins de mobile de profit. En fait, c'est les banques nationales dont on a besoin. Il a raison, Frédéric Lordon, quand il dit la prochaine fois qu'on va aider les banques, il faut en prendre le contrôle, il faut les nationaliser. Et puis comme leur cours se sera effondré, on va les acheter à zéro. Comme ça, on ne va pas se ruiner à acheter les banques. Le MEDEF, dans les années 90, a décidé, je fais vite parce que je m'attends, mais a décidé de geler l'augmentation des taux des cotisations patronales, ce qui consiste littéralement à crever la coque du navire insubmersible avec un foret, alors que c'était une belle coque dure avec plusieurs couches, c'était increvable, il était insubmersible le système des retraites fabriqué par nos parents. Le système consiste à dire, c'est résumable, ça se résume en 30 secondes, nos parents, à sortir de la guerre, ruinés, le pays dévasté, ont décidé, alors qu'ils n'avaient pas le rond, ils ont décidé qu'on allait payer les retraites de cette année avec les richesses produites cette année. Comment on fait? Juste l'année d'avant, où on sait exactement combien il va y avoir de salariés l'année prochaine, on sait exactement combien il va y avoir de retraités l'année prochaine, et on sait donc combien on va créer de richesses, combien on va distribuer de salaires, et on sait combien on aura à verser de retraite. On fait une règle de 3, et on sait exactement combien il faut de cotisation. Et on décide donc, cette année, non pas pour 20 ans, on s'en fout dans 20 ans, on décide cette année pour l'année prochaine,
pour que nos vieux aient une vieillesse digne, on décide, et puis on décide ça de façon sociale, quoi, hein, on décide que le taux de cotisation pour les retraites, ça va être de temps pour que le régime il soit à zéro, ni de bénéfices, ni de pertes, équilibré. Équilibré sans avoir besoin de l'argent des riches, donc sans avoir besoin de leur emprunter, donc sans avoir à payer d'intérêt. C'est anticapitaliste, ça. Et ça marche. Et ça marche depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça marche depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça donne parfaitement satisfaction. C'est sur des volumes immenses. C'est des centaines. C'est 13% du PIB qui est à 2000 milliards. C'est 260 milliards. 260 milliards par an. 260 milliards par an, c'est des sommes colossales sur des engagements à 40, 50, 60 ans, des engagements de très long terme, que nous savons très bien gérer avec des caisses paritaires qui sont... Il n'y a pas besoin d'État. Ce truc-là, il ne faut pas le rater. Si les hommes seront capables de se faire du mal entre eux à un point, mais ça défie l'imagination, la cruauté des hommes envers eux-mêmes, à mon avis, est très très liée à l'exemple quotidien que nous vivons et acceptons de la cruauté envers les animaux. Il y a des tas de gens qui sont sortis des camps de concentration et qui ont fait le lien en disant ce que je vois, moi, en sortant du camp de concentration, ce que je vois, c'est qu'on fait subir aux animaux la même chose que ce que j'ai subi moi dans les camps de concentration. Et je pense que c'est lié, disent des gens comme Antelme, comme Primo Levi, ils disent tant qu'il y aura des abattoirs, je crois que c'est Tolstoï qui disait ça, tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des camps de concentration, il y aura des guerres d'une cruauté épouvantable, il y aura de la torture. Donc c'est pas du tout un gadget. Je pense que de bonnes institutions donneraient le spectacle aux enfants et aux jeunes adultes, et même aux vieux adultes, donneraient le spectacle d'un respect des animaux qui va avec un respect général du vivant, de tout ce qui peut souffrir, de façon à éviter la souffrance. Donc il pourrait y avoir un parlement des animaux aussi. Et donc, sur les minarets, là, moi, je mets mon excuse, quoi. Je ne suis pas d'accord pour considérer que je suis capable de condamner le vote. Alors, c'est quoi? Ils ont interdit les minarets, c'est ça? Ils ont interdit la construction de nouveaux minarets? Mais attendez, si à la majorité, après avoir eu un débat, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas de minarets, c'est leur problème, c'est leur vie. Attendez, qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour dire qu'ils ne devaient pas le faire? J'en sais rien, moi. Attendez, il ne faut pas qu'on se déchire sur... Alors, ça va être sur l'avortement, ça va être sur les minarets, ça va être sur les étrangers, ça va être sur le nucléaire, ça va être sur la création monétaire, ça va être sur... des sujets sur les homosexuels, le mariage homosexuel. Je ne veux pas parler du mariage homosexuel, c'est pas des sujets, c'est pas notre sujet, quoi. Je veux dire, on fera des référendums, on décidera, on se disputera après. Faut pas qu'on se divise là-dessus, quoi. C'est déconnant, c'est déconnant. C'est souvent des sujets en plus qui créent deux camps antagonistes pour lesquels on est obligé de prendre parti. Ou pour mais oui, mais moi je ne veux pas prendre parti là-dessus. Orwell a montré, a mis au clair, a mis à nu des mécanismes de domination, de fabrique du consentement, de tricherie sur le langage, tout à fait utiles. C'est-à-dire qu'un homme averti en vaut deux, ça marche ça. C'est-à-dire que quand on connaît leur méthode, on se fait moins embobiner. On a dit on parlera de la monnaie une autre fois. Ce que je pourrais, donc on organisera ça volontiers, ce qu'on peut faire peut-être, c'est, je peux vous donner un ou deux titres que vous connaissez sans doute, de livres, je pense qu'il faut lire, c'est-à-dire que si on n'a pas lu ça, on ne comprend rien à la façon dont tourne le monde. Moi j'ai été prof de droit, d'économie, j'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans, donc j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie, et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que ce n'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit, voilà, c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, et ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la Banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet, parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, hein. Il n'y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses. Ça ne m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça ne m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement. Alors, c'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend
on apprend en première année de fac que c'est comme ça et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que quand vous voyez comment ça marche, la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. Mais sur le plan économique, donc du fonctionnement sur la prospérité, le chômage, le travail, combien de temps on travaille? Est-ce qu'on travaille 5 jours par semaine? Ou est-ce qu'on travaille 2 jours par semaine? Est-ce qu'on prend 1 mois de vacances ou est-ce qu'on prend 2, 3 mois de vacances? Ça, c'est des enjeux qui tiennent à la monnaie, ça. C'est-à-dire que le cas caricatural, je vais en parler un peu quand même. Hein. Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, 1913, alors je veux dire, ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire. La même année, les banquiers privés, 5 banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. Il y a 2 gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout. Les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la Fédérale Réserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça ne sente pas. La banque centrale privée, les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, ils ont voté ça à Noël à l'arrache, ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça, tout se passe comme si, et c'est comme pareil en France, hein, plus tard, mais pareil en France, tout se passe comme si, premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit, moi banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent, et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi, hein, et moi, je continue à faire rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait. Mais attends, mais c'est que ça marche vachement bien, et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis. C'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment, il faudra qu'on prenne le temps d'expliquer ça, la monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État ou de la dette de la banque, mais c'est que de la dette, c'est que des signes monétaires. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics, pas du tout, ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des traîtres ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent. S'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent. À nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté
à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Purée, mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça.